multilingual, Oui. ouais. Et donc, on parlait plusieurs langues. Et aussi parce que j'ai eu l'occasion dans ma vie, dans ma carrière, de voyager beaucoup. Par exemple, j'ai appris le portugais en faisant des tournées au Brésil. J'ai appris l'espagnol au Mexique parmi mes tournées. Et la voix, mais la voix, c'est maman qui avait la belle voix. C'est votre mère qui avait une voix. Excusez-moi. Oui, ma mère chantait bien, oui. Ma mère chantait bien. Et papa était musicien. Il était musicien, oui. Et là, maintenant, vous avez une fille qui vous a fait grand-père. Oui. Qui vous a fait grand-père, mais qui, elle aussi, aimerait chanter. Bon, je sais pas, j'espère. Elle prépare un disque, je crois. Qui, ma grand-fille? Votre fille? Ah, ma fille? Ça, c'est pas ma fille, ça, hein, que vous voyez en photo. Ah, bon. Ça, c'est mon fils qui fait 1m80. Et si on lui dit que c'est une fille, elle va venir tout casser. Mais j'allais vous dire... J'allais vous dire que vous avez aussi un fils qui est musicien, mais enfin, bon, les photos se sont... Non, ma fille, oui, elle aimerait chanter, elle aimerait faire quelque chose. Et elle essaye, elle fait des demos, comme on dit. Oui. Voilà. Vous avez commencé à chanter à 20 ans. Vous ne croyez pas que c'est un peu jeune? Enfin, oui, pour quelqu'un qui veut faire le métier, mais quelque part, ça mange une bonne partie de la jeunesse, le métier. Pourquoi vous dites ça mange? Parce que... Parce que ça gruge, il y a une expression, bon ok, c'est peut-être une expression qui est utilisée chez nous, mais disons que c'est un métier qui est difficile. À 20 ans, il est très difficile de faire ce métier parce que ça vous prend beaucoup d'énergie et aussi ça vous permet de ne pas vivre naturellement une jeunesse. C'est pas pareil aujourd'hui et à l'époque, comme on peut le dire, parce que aujourd'hui le métier du chanteur ou du musicien, il est fait d'une manière beaucoup plus différente. D'abord, le musicien qui joue, à l'époque, qui jouait dans les dancing clubs de dancing et dans des orchestres de bal, on jouait ça parce qu'il n'y avait pas de discothèque. Or, aujourd'hui, le musicien ne peut pas évoluer dans un milieu comme ça parce qu'il y a des discothèques. Aujourd'hui, les machines, ils ont remplacé beaucoup les musiciens. Donc les musiciens, ils ne peuvent pas s'exprimer autant. À l'époque, il y avait plus d'artistique dans la création. Même notre métier, il ne se fait pas pareil. Les maisons des disques aujourd'hui, par exemple, ils ne fonctionnent pas du tout de la même façon qu'ils fonctionnaient à l'époque. Donc tout a changé, pas seulement la conception de la musique, mais aussi notre métier. Et c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, beaucoup plus difficile parce qu'il y a plein de produits qui viennent et ça se passe très vite. On vit dans un monde hyper rapide, dans un monde dingue, on le voit tous les jours. On ne prend pas beaucoup notre temps. Et c'est ce qui pousse les gens à avoir un côté plus individuel qu'un côté plus convivial qu'on avait avant. C'est pour ça que c'est plus difficile aujourd'hui qu'avant. Pour devenir musicien, pour être musicien. Monsieur Roussos, vous avez connu l'argent, la gloire, l'amour. Vous êtes devenu donc quelqu'un qui mondialement a été recherché, etc., etc. Mais je ne sais pas pourquoi, avec tout ce que j'ai lu sur vous, il n'y a que dernièrement, vous êtes devenu très, très, très profond. Vous donnez beaucoup d'importance à l'âme. C'est ce qui ressort de tout ce que vous avez. Je pense que c'est quelque chose que tout être humain devrait petit à petit essayer de donner à lui-même, parce que il faut évoluer, et on n'évolue pas avec le corps, on évolue avec l'âme, avec l'esprit, parce qu'il faut se préparer pour après, il faut se préparer pour le futur. Le futur, moi je crois à la réincarnation, je crois à l'âme éternelle, n'est-ce pas? Donc je pense qu'il faut se préparer, qu'il faut être bien pour revenir sur Terre le moins possible. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Et qui a fait ça? Qui a fait ça? Non, je pense que c'est venu naturel. De toute façon, moi, je vais revenir encore une ou deux fois. Je sais ça. Mais non, c'est naturel, ça vient. Il y a des éléments qui sont intervenus dans ma vie, lesquels ils te font réfléchir et ils aident à ce que la réflexion évolue. Mais même si ces événements n'existent pas, je pense que petit à petit, j'irai vers le spiritualisme de plus en plus. Vous l'avez dit, vous avez fait le tour du monde à plusieurs occasions, vous avez rencontré des têtes couronnées, vous avez mangé à toutes les tables, rencontré tout ce qui peut être rencontré. Enfin, est-ce qu'il y a encore des choses qui vous impressionnent? Tout m'impressionne, tout.
je peux voir des trucs qui m'impressionnent, parce que je suis un curieux, je suis quelqu'un qui observe, quelqu'un qui cherche à savoir, à comprendre. Tout m'impressionne. Écoutez, je vais vous Vous demander... m'impressionnez, vous. Oh, que c'est gentil, mais que c'est gentil. Je vais vous demander, peut-être que ça va vous impressionner, parce que pour elle, ça va être un moment très, 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 très précieux. Il y a ici au Québec une jeune fille qui suit votre carrière depuis 20 ans, à un point tel où elle a été, et elle est la seule jeune fille qui fait partie de votre fan club international. Elle est allée voir vos spectacles lorsque vous êtes venu au Québec. Elle a collectionné vos choses avec passion. Elle ne vous a jamais rencontré. Alors, ce que nous allons faire, nous allons lui demander de venir s'asseoir quelques minutes avec vous. Avec plaisir. Elle est avec nous, Geneviève Snyder. Geneviève est très impressionnée. Asseyez-vous, Geneviève. Bon, Geneviève, ça fait 20 ans. Pourquoi, monsieur? Et ça fait 20 ans qu'elle vous attend en plus de ça, qu'elle ne vous a pas vu, qu'elle veut vous voir à côté, là. Oui, ça a commencé, j'avais peut-être 13-14 ans, puis j'écoutais ses chansons, sa voix, ce qui m'a fascinée. Et ça a commencé par un disque. Il fallait aller le chercher. Et elle m'a raconté quelque chose de tellement mignon. Qu'est-ce que vous faisiez pour acheter les disques Bon, de dans Monsieur le temps, Roussos? on n'était pas très, très fortunés. Puis, à l'occasion, ça m'arrivait de garder des enfants. Fait que, aussitôt que j'avais un peu d'économie, quand j'en ai eu assez, je suis allée me procurer votre disque Happy to Be. Monsieur Roussos, c'est quand même intéressant de réaliser que madame a dû garder quelques enfants dans sa vie pour pouvoir vous entendre chez elle, dans le confort de son foyer. Non, c'est extraordinaire. Il faut que vous me procurez votre adresse et je vais vous faire parvenir par coursier les derniers enregistrements que j'ai faits qui n'existent pas encore. Eh bien, oui, vrai ou pas? Mais il paraît qu'il y en a ici que vous seriez très, très, très surpris, Oui, monsieur Roussos. le dernier que j'ai reçu, c'est Immortel. Ah, vous l'avez reçu par qui? Ah, ça y est! C'est pas elle qui vous a fait le coup? Non, pas du moi fan club que vous avez en France. En Hollande? En France. Ah, en France, oui. Bah, c'est très bien parce que je voulais vous l'expédier moi-même. Oui, Donc, mais il y en a beaucoup que j'essaie d'avoir, puis ils sont... Bah, c'est le dernier que j'ai fait, le dernier bébé que j'ai fait. Il y a un autre qui va sortir en janvier, alors je vais vous envoyer, c'est lui qui va sortir en janvier. Mais racontez-moi un tout petit peu aussi comment vous avez dû faire pour retrouver le fan club de monsieur, parce qu'elle a travaillé très, très fort, Oh vous mon savez. Dieu Seigneur, j'ai fait beaucoup de téléphones. Je me suis servi du disque que vous aviez emporté au mois de mai, l'adresse en arrière. J'ai travaillé avec une opératrice à la radio, excusez, au téléphone. Au téléphone, une opératrice internationale. OK, puis on a essayé de trouver des places où... C'est extraordinaire. Mais écoutez, elle a eu... Quand une femme veut quelque chose, hein. Vous m'avez dit tout à l'heure que j'ai trop vu dans ma vie. Quand les femmes veulent quelque chose, vous êtes quelque chose, vous, les femmes. J'allais même appuyer un tout petit peu en disant vous avez eu 3 mariages, mais je crois que ce que vous réussissez bien, c'est vos divorces. Ah non, c'est la chose que j'ai réussi le moins. C'est ce qui me coûte le plus cher. C'est ce qui me coûte le plus cher. Non, mais j'avais l'impression que légèrement, d'habitude, il reste toujours très, très aimé avec tout le monde. Mais madame, justement, me disait ceci, que elle s'inquiète parce qu'il y a certains disques qu'elle ne peut pas avoir et qui ne viendront pas ici. Il y avait une question en particulier, vous vouliez lui poser. Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que jusqu'à une certaine époque, j'avais un contrat discographique, parce que nous autres artistes, on a un contrat discographique avec des maisons de disques, pour sortir nos disques, n'est-ce pas? Alors, jusqu'à un certain moment, il y a quelques années, j'avais un contrat discographique avec une maison de disques multinationale. Ça veut dire qu'elle a des réseaux partout, n'est-ce pas? C'est pour ça que mes disques circulaient dans tous les territoires. Et récemment, j'ai des contrats discographiques avec des maisons européennes seulement. Chose qui veut dire que mes disques ne circulent pas dans d'autres territoires que l'Europe depuis 3 ans. Et je suis en train d'essayer de changer ça afin que je puisse travailler avec des multinationales. Comme ça, mes disques ils sortiront dans le monde entier. Et bien, on aura, grâce à madame, le plaisir, nous, d'entendre quelques petits extraits, justement, de ces disques qu'on ne peut pas avoir ici, en attendant d'aller vous voir en spectacle. Pour l'instant, on passe à la pause publicitaire. Madame va s'asseoir dans un coin où elle va pouvoir vous voir. Et nous, au retour de la pause, on va vous impressionner un peu, j'espère.
D'accord. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi, un chevalier d'autrefois, le seul homme sur la terre. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être à toi, comme la rivière au delta, prisonnier volontaire. Quand je t'aime, tous mes gestes me ramènent à tes lèvres ou à tes bras, à l'amour avec toi. Et nous disons bonjour à des gens de la région d'Alma, de Saint-Bruno, de Saint-Gédéon, Notre-Dame du Rosaire, La Marche et Jonquière. Voilà, merci. Si vous aviez, Monsieur Roussos, un seul mot pour vous décrire, lequel choisiriez-vous? Je sais pas. Bon. Et si je disais esprit soyeux? J'espère. C'est à ça que j'ai pensé, parce que lorsqu'on vous a posé la question, quelles sont les choses que vous aimez, vous avez dit les tissus soyeux, les beaux tissus. Ah oui, j'aime ça, oui. J'aime ça. Et d'ailleurs, vous faites très attention lorsque vous mettiez des costumes à l'époque. On voyait beaucoup de tissus magnifiques qui bougeaient. À l'époque, oui. Qui bougeaient bien, plus maintenant, bien sûr. Et moi, à l'époque, oui, je portais beaucoup de costumes, lesquels d'ailleurs j'ai dû vendre aux enchères pour collecter de l'argent, pour aider les gens pauvres et les gens vieux sans abri à l'Angleterre. Eh bien, il aurait fallu peut-être vendre ces objets avec les tissus qu'on va vous présenter, parce qu'il y en a de très soyeux et surtout de très chers. Voici Madame Lucie Lavigne. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Roussos, moi, j'ai envie de vous parler de la Rolls-Royce des tissus, des matières, la soie. Est-ce que vous aimez la soie? J'espère que vous aimez la soie, parce que là, sinon, ça va mal. J'adore la soie. Ah bon? Merci. D'accord. Merci. Non, mais la soie, quand même, il faut le dire, mélangée à de la laine, mélangée à du coton, mélangée à n'importe quoi, ça demeure la plus prestigieuse, la plus riche, la plus chère, la plus belle des matières naturelles. Puis c'est bizarre quand même, parce que c'est une matière qui provient d'une bestiole, d'une bébite, qui provient d'un ver, d'une chenille, le Bombyx à mûrier. Alors, c'est dans le cocon qu'on trouve la soie, et dans un cocon, on peut avoir jusqu'à un fil de 1000 mètres de soie. Mais Ça, c'est intéressant, ça. Hein? Mais est-ce que vous connaissez la légende de la découverte de la soie? C'est une très belle légende. Non, mais je sens que je veux savoir. Ah! Voilà! Perspicace. Mais ça se passe, c'est vieux, j'avoue, là, ça se passe 2700 ans avant Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'était une très belle impératrice chinoise. Elle buvait du thé, sous un mûrier. Et là, tout à coup, il y a un cocon qui, bing, est tombé dans sa tasse de thé. Vous savez que les Chinoises, à l'époque, pendant très longtemps, elles avaient des ongles immensément longs, beaucoup plus longs que les tiens, Daniel, Bon, d'ailleurs. Mais très longs, là. Très beaux. Mais... Elle n'aime pas vos ongles. Mais J'en sais rien. les ongles étaient très longs, Monsieur Roussos. Et là, la Chinoise, avec ses ongles, elle a voulu jouer avec le cocon. Elle a voulu enlever le cocon de sa tasse de thé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a soutiré un fil soyeux, un fil brillant. Elle venait de découvrir la soie. C'est comme ça que ça s'est passé. Et La soie humide. Pardon, un peu humide. Réchauffée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des soies naturelles, des soies délavées. Ouais. Alors, c'était la soie humide. Tout à fait. La soie lavée. Et les Chinois étaient des coquins quand même parce qu'ils ont gardé le secret de la soie pendant très, très longtemps, jusqu'au 6e siècle après Jésus-Christ. Ils ne voulaient rien savoir. Ils ne voulaient pas nous dire comment ils cultivaient le ver à soie. C'est une histoire d'amour, là, une princesse, une impératrice chinoise qui aurait donné le secret par amour à un Européen. Alors, on poursuit et par la suite, donc, les Européens, les Grecs, tout le monde, les Turcs ont découvert la soie et c'est à Lyon, en fait, que c'était la capitale, là, où on a eu des manufactures de soie très célèbres qui fournissaient de la soie aux riches, aux nobles, aux rois,
Louis XIV, Louis XV. On peut même voir les hommes. Les hommes s'habillaient en soie, là, mais là, de la tête aux pieds. On en voit un ici, hein, parce que la soie, c'était associé à la richesse, à la noblesse. Et pire, il y avait une loi qui interdisait les gens ordinaires, le peuple, de porter de la soie. On pouvait aller en prison parce qu'on portait de la soie. C'est fou. Tout à fait. Et même, je pense que M. Roussas, on vous a déjà vu dans une tunique. Il me semble que ça avait l'air en soie. Qu'est-ce que... Mais Non! ça, c'est après que la loi elle est passée. Après, vous n'avez pas fait de prison Oui, pour non, ça, non, vous, là, parce que, hein? quand Non! moi je l'ai porté, c'était une loi qui disait que les gens simples et Oui. pauvres, ils peuvent la Et porter. la porter. Alors, je Bon. l'ai portée. Oui, mais c'est très joli, cette tunique, M. Roussas. C'est en soie, en Bon. satin de soie. Bon, d'accord, oui. Et il faut dire que les femmes, il y a une femme dans l'histoire qui est très célèbre, une amoureuse, une fanatique des soies, c'était la marquise de Pompadour, la fameuse maîtresse de Louis XV. Et elle, là, hein, robe en crinoline, fla-fla, fion-fion, ruban, tout le kit taffetas de soie, tout est en soie. Hein, c'était vraiment là, le kit au complet. Et les couturiers, par la suite, la haute couture, ils ont toujours utilisé la soie. C'est vraiment la matière la plus riche, la plus exquise. Et vous-même, je pense que vous travaillez un peu les tissus, vous... J'adore ça. Oui? Ah, j'adore Vous ça. faites de la couture, vous? Je fais pas de la couture, mais Non. je pouvais être dans le design. Oui? Est-ce que vous Si avez- je n'étais pas musicien, je serais avec plaisir un designer. C'est vrai. J'adore les tissus. À chaque fois, j'y vais dans un magasin où il y a les tissus, je peux passer des heures. Eh bien, pour le designer qui sommeille en vous, on va vous montrer des tissus soyeux, naturellement. Ici, écoutez, c'est pour les dames aussi couturières et messieurs les couturiers à la maison, une mousseline de soie. C'est très joli, ça. Hein? Une mousseline de soie. Ça provient de la maison chez Mme Minx à Montréal, qui est spécialisée dans les tissus les plus fabuleux, les plus chics. Ah, une femme avec une robe comme ça, M. Roussas, est-ce que ça vous dit quelque chose? Beaucoup de ça? choses, Beaucoup de choses. OK, d'accord. D'accord, on comprend. Alors, c'est vrai, hein, on pourrait faire, oui, une espèce de cap. Allez-y. Alors, c'est très joli, ça vous va bien en plus. Alors, Hein, que c'est bien, hein? mousseline de soie, ça, c'est 118 le mètre. 118 Oui, le mètre. oui, Je l'ai oui. entendu. Avec ça, j'entends rien. On a ici une soie charmeuse signée Versace. Ah, ça, je la connais. Ils font les coussins avec ça. Oui, tout à C'est fait. une nouvelle mode. On achète les tissus comme ça et on fait des très beaux coussins. Oui. C'est pas qui vous l'a offert, mais celui-là, je veux partir avec. Attention, d'accord, bon, parfait, Versace. 365 pour un carré. 365 voilà. On poursuit. Et ça? Ah, Ah, ça, c'est ça, pour c'est le bal. Le la taffetas taffetas. de soie. Nous, là, on aime ça, des robes de bal, des robes de gala là-dedans. Mais Ça brille. Ça, c'est Non, ça oui, vous c'est plaît joli moins? pour une Oui. femme, Pour comme une vous femme. dites, pour une robe de gala. Ah, pas pour vous. Bon. Ah, Alors, bon, OK, d'accord. Celle-là, c'est pour moi. D'accord. Mais là, c'est 185 Ouais, le je vois mètre. comment... On est des rapides quand même. hein. Ça vous va bien, là. Celle-là, c'est pour moi. Celle-là, c'est pour moi, non? Le velours de soie. Regardez Ah ouais, ça, c'est cette beau, ça. pièce. Ça, c'est beau. On Je jurait vais me une- faire des culottes avec Ah, ça. des culottes, d'accord. Bon, on y arrive. Alors, c'est vraiment comme une pierre précieuse. Il est pané, ce velours. C'est bien. Et puis, si on le repasse comme ça, il devient... À l'époque, vous savez ça? Oui. On l'utilisait beaucoup dans les années 60. Les hippies et tout ça, on Oui, s'habillait. C'est vrai. Ouais, je me c'est souviens de ça. vrai. On achetait des pantalons et des vestes et on les faisait repasser comme ça. Pour avoir un effet brillant comme ça. Ah non, il était moins brillant, mais c'est Ouais. ce qui faisait la beauté de la chose. Un brocart. Un brocart lamé. Alors, ça, c'est Ongaro, le couturier. Le brocart lamé, 395 le mètre. Oui, oui. Hein, il faut bien couper. Il faut pas... Une petite jupe. Alors voilà le brocart de soie, toujours avec les fils d'or à l'intérieur. Et là, le clou. Monsieur Roussos, Oui. une soie brodée, bijoutée, faite à la main, en direct d'Italie. 2300 le mètre. Mais moi, je vais Voilà. vous dire quand même Oui. quelque chose. Ah bon, oui, Je allez-y. vais quand même vous dire quelque chose. Oui, c'est joli, c'est soyeux. C'est soyeux. Mais je vous ai dit tout à l'heure que j'adore les tissus. Et bien, aussi curieux que peut vous paraître, Oui? je ne suis pas attiré par ce genre de tissu. Non? Non. Par quoi donc? Je suis attiré par des tissus plus différents,
plus bizarre. Ça, c'est évident. Bon, bah, un bel truc, là, on va faire une robe. Mais non, j'aime les tissus beaucoup plus... de couleurs Écrues, non, des couleurs effacées. Vous voyez, des couleurs pas tapant comme ça. D'accord. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Je suis pas, si je vais dans un grand magasin de tissus, Oui. d'ailleurs à Montréal, je voudrais y aller visiter, je sais pas où, j'espère que vous Oui, donnerez l'adresse. tout à fait, pas de problème. Des tissus comme le cachemire, comme des trucs comme ça, vous voyez. Tout ça, ça m'a, oui, c'est bon. On a peut-être été un peu égoïste, on a pensé aux femmes un peu à nous, hein, pour nos robes de soirée. mais je parle pas que pour femmes, je parle aussi pour hommes, aussi pour hommes. Mais vous aurez l'occasion. Ça m'intéresse, ça c'est bien. Oui, parce bon, que je préfère d'accord. un coussin. Un beau coussin. Ça, oui, c'est Pour joli. votre châle. Ouais. Vous voyez, je préfère ça, si tu me donnes, vous voyez un peu mon goût, je préfère ça que ça. Ah oui, Ah oui, non, mais tout à N'est-ce fait. pas, madame? tout à fait, Il y a oui. quelque chose que tu peux faire. Avec ça, tu peux faire pas grand-chose, tu peux faire une chose. Pas trop de coussins, hein? Tu peux faire deux choses. D'abord te ruiner, et ensuite... Et quand ils l'ont vu une fois, ils veulent plus, on ne peut plus la porter. Oui, avec ça, tu peux faire plus de choses. Mais écoutez, Monsieur Roussos, je crois que vous aurez l'occasion quand même d'apprendre une certaine façon d'aimer la soie. Oui. Parce qu'on Ah non, vous mais j'aime offre- la soie, hein, Oui. j'aime la soie, mais d'une autre manière. Mais on vous offre ce livre absolument fabuleux Ah, ça, c'est très, très qui sympa. vous expliquera le cheminement qu'a fait la soie et aussi ce qu'on peut faire avec la soie et l'histoire de la soie. C'est un livre absolument merveilleux. Et des photos Alors, magnifiques. bonne lecture. C'est un livre offert par Blablabla La Marion également. et Flammarion. Merci beaucoup, ma belle. très bien. Lucie Laville. Voilà, je montre. C'est On facile. l'a vu, on l'a vu. On l'a vu. You'll be the one that shines in me like the morning sun. Ever and ever, forever and ever, you be my dream, my rainbow's end, and the song I sing. Take Frisco Tropicana. The sun is shining all day long. People laughing, people dancing, music playing all night long. Birds are singing songs for lovers. Quelle belle chanson pour aller se promener, éventuellement sous le soleil. Regardez ce qu'il faut faire pour aller au soleil. En 1985, vous êtes à Chypre et il y a un événement marquant qui vous arrive. On regarde ce qui suit. Je suis pas à Chypre, je suis à Athènes. À Athènes? Ah bon, on avait écrit At the Chypre. beginning, of course, we were all scared to death. But then they made us feel comfortable because they took good care of us. Roussos and Smith were taken off the plane 4 days ago and moved to an apartment in Beirut. Roussos was given a cake for his birthday. When I saw that birthday cake, you know, I said, that is, everything is fine. So I started to feel more confident. C'est un moment important hein, dans votre vie, je pense. Oui, mais il devrait arriver. Il Ouais. devrait arriver parce que chaque chose qui vous arrive, c'est marqué, c'est prédestiné. Et il devrait arriver de la façon qu'il devrait arriver. Vous avez été Car pris mon en- personnage, Ouais. et mon aura, mon énergie, ils ont fait que je n'ai pas eu de problème. Ah, voilà. Mais il fallait peut-être expliquer aux gens, vous dites que vous avez été pris en otage par un commando irakien, je crois. Non, mais il ne s'agit pas... C'était, oui, d'accord, c'était à l'époque où il y avait les détournements d'avions. De toute façon, il y a des otages, il y a plein d'otages américains, comme il y a eu même des Canadiens, je crois. Mais c'était pas... eux, ils étaient pris en otage, ces gens-là, qu'ils ont resté pendant 4 ou 5 ans, même quelques-uns, pour des raisons politiques. Voilà. Ils ont été pris en otage, c'était des coups calculés par certains groupes pour prendre ces gens en otage. Moi, c'était pas du tout un coup calculé. Par hasard, j'étais dans l'avion. Oui, 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 évidemment, évidemment. J'étais dans l'avion. Mais justement, quand Donc ça... peut-être qu'ils m'ont pas gardé longtemps parce que j'allais leur coûter trop cher en bouffe. Aujourd'hui, forcément, on en rit, mais sur le coup, ça a dû vous faire quelque chose. Et Non, par non. la suite, on doit sûrement vivre des petits crunchs quand on se promène dans un avion. On Non, doit pas du regarder tout, un peu. pas du tout, pas du Eh ben, tout. vous êtes un des chanceux qui s'en est sorti, mais c'est pas évident pour tout le monde. Alors, Je me suis sorti au bout de 3 jours. ah oui?
Le seul qui est sorti au bout de 3 jours, c'était moi. Ah bon? Eh bien, nous allons parler avec une psychologue qui est ici, Madame Anne Robitaille, qui va nous parler justement des conséquences que peuvent avoir sur quelqu'un, justement, ces espèces de traumatismes qui sont quand même très forts. Madame Robitaille, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, c'est que le fait d'être exposé à des événements traumatisants peut entraîner chez la personne ce qu'on appelle une réaction de stress post-traumatique. Évidemment, le fait d'être pris en otage dans un détournement d'avion est très peu fréquent, mais ce type d'événements ou d'autres sortes d'événements parfois plus légers sont quand même souvent présents dans la population. On dit que de 1 à 2 de la population risque un jour de vivre un événement traumatisant susceptible de lui causer un stress post-traumatique. Ben, est-ce que ça peut être apparenté aussi au fait qu'on a peur de faire un crash en avion? Ça serait plutôt une phobie. Donc ça viendrait par la suite. Voilà, okay. Ça viendrait par la suite. Donc, on va dire que tout événement qui implique la mort ou une menace de mort, que ce soit pour nous-mêmes ou pour une tierce personne, est un événement traumatisant. Alors, je disais que détournement d'avion, prise d'otage, c'est très peu fréquent, mais les gens peuvent vivre ce genre de réaction-là. Par exemple, s'ils sont victimes de vol à main armée, s'ils sont pris dans un accident d'automobile, s'ils sont victimes de séquestration ou d'agression physique ou encore même d'accident de travail. Alors, le côté, je dirais, subjectivité, c'est-à-dire comment la personne vit l'événement, est très important dans le fait de déterminer si, oui ou non, elle va avoir une réaction à ce stress-là. OK? Comment ça se passe? Comment ça se met en place, tout ça? Dans 75 des cas, la plupart des personnes vont, je dirais, éprouver des souvenirs envahissants, vont se sentir constamment là, envahis par l'événement qui les a traumatisés. Est-ce que ça vous est arrivé? Non, je ne me souviens pas de ça, non. Ben, vous êtes chanceux. Vous êtes une force de la nature, hein? Une force de la nature, oui. Non, parce que c'était un cas spécial, le mien. C'était pas un cas, je n'ai pas vécu toute la séquestration comme n'importe quel autre séquestré. Vous comprenez? Parce que c'était encore une fois un coup différent. On m'a sorti de l'avion à l'arrivée à Beyrouth pour me mettre dans une maison pour me protéger. Ah non, on m'a pas mis ça, hein. On m'a pas fait ça. Ah non, pas du tout. Pas le revolver à la dent. Au contraire. Donc, il n'y avait pas l'élément de menace, de mort que d'autres personnes ont peut-être. On s'est sentis tous mal pendant 15 heures qui a duré le vol de l'avion entre un pays et l'autre. Ça, on se sent mal. Mais à partir d'un certain moment, j'ai compris vraiment que ça n'allait pas être une menace. Il y a eu quand même une inquiétude du quand je vais sortir. Parce que je connais très très bien la mentalité des gens du Moyen-Orient, car j'ai vécu moi-même dans le Moyen-Orient, je connais très très bien, parce que ça dépend par qui tu es pris. Si tu es pris par des Sud-Américains, il faut connaître leur mentalité, comment ils réfléchissent. Si tu es pris par des Russes, il faut aussi connaître comment ils réfléchissent les Russes. Moi, j'étais pris par des gens qui sont des gens du Moyen-Orient, et je connais très bien la mentalité des gens du Moyen-Orient. C'est pour ça que je suis coopéré. Coopérer pas avec eux, mais coopérer dans ma tête par rapport à leur comportement pour guider ma sortie qui était très très rapide. Ce qui a sans doute facilité dans votre cas la deuxième étape là, après le traumatisme. Mais alors, comme dans un cas semblable, je vais vous poser carrément des questions au lieu de poser à l'exposé, est-ce que la meilleure façon d'agir, il y en a qui disent mais il faut aller réaffronter encore cette terreur, c'est ridicule à mon avis. Bien, disons que dans un premier temps, quand on subit un stress post-traumatique, ce qui est important, c'est de liquider les émotions, les affects liés à ça. C'est pour ça que quand il y a présence d'un événement marquant pour un groupe, par exemple un hold-up dans une banque, rapidement, après, dans les 24 à 48 heures, on va rassembler les gens, le personnel, les victimes, tout ça, pour faire ce qu'on appelle du debriefing, c'est-à-dire une séance de groupe où on finalement, on veut liquider les émotions de tout le monde. Et ça permet donc l'expression des émotions, ça permet de baisser l'anxiété face aux symptômes et ça va permettre aussi aux gens on va les amener à normaliser la situation, on va les prévenir que dans les prochains jours, ils vont vivre tel et tel symptôme et que c'est normal en quelque sorte de les vivre, ces symptômes-là. Dans le fond, l'opération vise à dédramatiser la situation.
Anne Robitaille, merci infiniment. C'est pas commun. C'est pas commun. Et je dois avouer qu'on a devant nous un héros national. En tous les cas, dans l'esprit, ça va très, très, très bien. Vous avez pu vous en sortir. Et puis, oui. en espérant que ça ne vous revienne pas, parce que Bah, vous voyagez espérant, partout. Hein? Pas seulement pour moi, pour le monde. Non, mais maintenant, c'est plus la mode. Maintenant, ils mettent une bombe et tout est fini. C'est fini. Alors, on n'a pas le temps d'avoir peur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'en va à la pause. As long as you remember me, I'll never be too far. Goodbye, my love, goodbye. I'll always will be true. So hold me in your dreams till I come back to you. Monsieur Rousseau, je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 10 ans, plus que ça, 20 ans à peu près. On s'est rencontrés. Pas tout à fait, j'aurais dû. Monsieur Michel Simon demandait à quelqu'un du Québec de lui acheter une église. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il avait une collection de gravures pornographiques. Il ne savait plus où les mettre. En France, on n'en voulait pas. Il a dit, moi, je veux installer ça dans une église. Achetez-moi une église au Québec. Fort heureusement, les églises servent maintenant aujourd'hui à quelque chose de tellement plus intelligent, à l'art. Et nous allons vous parler justement de ces... Nous allons faire une visite de ces églises qui ont une vocation artistique. Et vous allez naturellement, très prochainement, Bien visiter quelques-unes de ces églises-là. Et nous allons vous donner l'historique de ces églises que vous allez visiter. Voilà. Très bien. Voici l'église de Giguère. Bonjour. D'abord, je vous parlerai bien sûr pas de toutes les églises. On en a 3000 au Québec, dont 700 sont des églises protestantes. On va s'intéresser davantage aux églises où vous allez présenter votre spectacle. Elles font partie de notre patrimoine architectural, bien entendu. Mais les églises, au début, n'étaient pas aussi imposantes que celles où vous présentez vos spectacles maintenant. On va voir à l'écran une photo des toutes premières églises qui étaient en bois à l'époque. Après, les églises sont devenues beaucoup plus grandes et elles étaient en pierre parce que la pierre est un matériau noble et aussi parce qu'elle servait d'abri. Alors, à ce moment-là, on les plaçait sur une colline d'où elles dominaient le paysage et également, les gens pouvaient aller à l'intérieur en cas d'attaque. Évidemment, les églises ont toujours été un peu le centre civique et la place des arts. La messe était l'endroit culturel par excellence. C'est là souvent que les histoires d'amour ont commencé. On se rencontrait. Ah, mon Dieu, oui. On se mariait à l'église, les baptêmes avaient lieu à l'église et c'était l'endroit où on donnait le dernier adieu aussi aux gens. On va parler un peu des églises. Les églises où vous allez présenter vos spectacles. Évidemment, on ne fera pas toute l'historique de ces églises, mais montrer peut-être les intérieurs qui sont magnifiques. Vous êtes le 24 novembre à la cathédrale Saint-Jérôme. On va la voir à l'écran. C'est une église qui, dans les années 1900, était la plus belle en Amérique. C'est dans le nord de Montréal et c'était le royaume du curé Labelle. Pour vous, ça ne dit peut-être pas grand-chose, mais pour les Québécois, le curé Labelle a été très connu ici par une télésérie à la télévision. C'est maintenant une cathédrale depuis 1951. Vous poursuivez ensuite avec l'église Saint-Jean-Baptiste, les 25 et 26 novembre. J'ai déjà chanté, là. C'est magnifique. Oui. On la voit à l'écran. C'est vraiment une église qui est extraordinaire, qui respecte l'architecture du début du siècle. Alors, on peut voir, il y a une profusion d'éléments décoratifs. Et si vous voyez à l'écran, on voit une espèce de baldaquin qui surplombe l'autel du sacrifice. Et bon, ça attire le regard. C'est une église qui peut accueillir un orchestre symphonique et qui peut également recevoir 3000 personnes. Voilà. Et évidemment, l'acoustique est vraiment extraordinaire. J'ai rencontré le curé André Lamoureux de l'église Saint-Jean-Baptiste, que vous allez connaître, qui est un personnage fort sympathique et qui est également un conteur hors pair. Le curé Lamoureux a produit un CD. Évidemment, ce sont c'est des paroles de la Bible, bien sûr, et avec musique de fond de l'orgue Casavant. Et il m'a demandé de vous offrir ce disque. Avec grand plaisir. Alors, Merci vous pourrez en parler avec lui après. On s'en va ensuite à la basilique Saint-Michel de Sherbrooke pour le 29 novembre.
cet endroit-là, je le trouve particulièrement intéressant. Il est beaucoup plus sobre que les autres églises qu'on peut voir. Vous serez là le 29 novembre. Alors, si vous remarquez, c'est vraiment la couleur, c'est les jeux d'ombre et de lumière qui sont intéressants. On voit des bleus, des ors, des rouges, et son architecture avec des arcs et les vitraux, quand la lumière passe, ça fait vraiment des jeux assez Et intéressants. vous-même, on me dit que vous arrivez avec des cierges et des bougies de toutes les couleurs. Ah, je ne veux pas tout vous dire. Mais moi, je le sais. Faut que les gens viennent Mais voir. c'est magnifique. Effectivement, vous faites un jeu de lumière avec toutes ces couleurs. Sauf le vert, sauf que ça porte pas chance. Parce que ça porte pas chance. C'est ça? Non, c'est parce que je l'aime pas. Ça va bien? Non, mais en spectacle, Ah, bon, en spectacle. On poursuit avec l'église Sainte-Victoire de Victoriaville, où vous serez le 30 novembre. Cette église-là, sa particularité, c'est la profusion de bois de couleurs variées, qui en fait une acoustique absolument extraordinaire, qui lui donne une acoustique absolument extraordinaire. L'église Saint-Roch, où vous serez à Québec, où vous serez les 1er et 2 décembre. Alors, c'est une église qui, pendant 4 ans, a été la plus importante de tout l'Est du Québec avant qu'on construise la basilique Sainte-Anne de Beaupré. C'était dans les années 1920. Donc, de 1920 à 1924, c'était vraiment la plus importante. Son intérieur est néo-médiéval, rappelle un peu les églises du Moyen Âge. Je vais terminer avec une petite anecdote. Je sais qu'on a peu de temps, mais je voudrais quand même vous parler d'un monsieur qui est très particulier. C'est un millionnaire que nous avons ici au Québec et qui s'occupe des éditions québécoises, monsieur Pierre Péladeau, qui a entendu parler un jour qu'une chapelle protestante allait être mise en vente pour en faire une brasserie. Juste devant chez lui, oui. Et c'était juste devant chez lui. Et lui se disait, moi, quand je prenais un verre, des fois, j'allais cogner à la porte des gens, puis je les dérangeais. Je ne peux pas accepter qu'on fasse ça devant chez moi. Et là, il va y avoir des gens qui vont cogner chez moi. Il l'a acheté sans savoir ce qu'il allait en faire. Et comme c'est un amoureux des arts et de la musique en particulier, il en a fait une très belle salle de concert. Superbe. Alors, Superbe. c'est dans le nord de Tout Montréal. petit, c'est dans les Laurentides, c'est sous la neige, et il donne des concerts classiques dans cet endroit-là. Vous devez avoir un nom magique parce qu'à chaque fois que j'ai mentionné que je faisais une recherche pour vous, les gens m'ont donné des cadeaux. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour la distribution. Tout d'abord, de l'Ordre des architectes du Québec, vous avez les Églises du Québec, qui est écrite par Luc Noppen, un professeur d'architecture ancienne de l'Université Laval, qui est également fondateur de Recherche en art du Québec et docteur en histoire de l'art. Alors, c'est un livre qui vous en apprendra sûrement beaucoup sur les églises. Toujours l'Ordre des architectes du Québec voulait vous offrir ces 2 livres qui ne sont pas nécessairement reliés directement aux églises, mais qui vous apprendront toute l'architecture du paysage québécois. Merci. Et enfin, les éditions de Mortagne vous offrent L'art sacré au Québec et c'est vraiment le livre dont je me suis servi le plus pour ma recherche. Vous allez apprendre tout plein de choses sur l'histoire des églises. Et enfin, on vous offre une église. Une église qui a été réalisée... Ça serait un peu difficile de rentrer là-dedans pour chanter. Oui, évidemment. Mais c'est une église qui a été réalisée par une dame de Québec, Mme Jeanne Ouellette, qui est ici dans la salle. Je crois que vous allez pouvoir la voir à l'écran. Elle a mis 14 heures de travail pour cette petite église qu'elle a fait tout spécialement pour vous. C'est vraiment une pièce unique. Et... Elle s'allume Voilà. et il y a votre nom gravé à l'intérieur. Et vous savez-vous, quelque chose, je suis sûre que madame ne le savait pas, c'est pratiquement la réplique de l'église de monsieur Péladeau. C'est aussi mignon et aussi authentique que ça, avec la grande vitre à l'arrière qui sert de... Terminé parce que j'ai quand même... Allez-y, allez-y, je vous en prie, allez-y. Allez-y, allez-y. Ça me fait très plaisir, cette séquence. Vous savez qu'un jour, j'ai eu cette idée qui m'est venue, comme plusieurs idées me viennent comme ça naturelles à moi, de faire des concerts dans des églises, pour des raisons inexplicables. Et j'ai commencé par faire 8 ou 10, et j'ai fini par faire 300. J'ai fait 300 concerts dans des cathédrales et des églises dans toute la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et la Belgique. Et là, je vais retourner encore de nouveau après le Canada. Et bon, bien entendu, je ne fais pas que ça. Je viens de finir une tournée aux États-Unis qui était faite dans les théâtres, etc. Mais faire des concerts dans des églises, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je ne suis pas comme ça borné, c'est-à-dire moi, je suis peut-être le seul artiste qui fait des concerts dans des églises, pas pour chanter de la musique sacrée uniquement. Parce que quand tu vas voir un concert dans l'église, tu t'attends ou à la musique sacrée, ou à la musique classique, etc. etc. On est à la télé. On ne peut pas parler. Mais on va le dire dans 2 secondes, tout de suite après cette pause. And I see your vision dancing in the shadows of my dreams.
tickets avec Centraide, puisqu'il y aura 1 $ de donné sur chacun des billets vendus, de même que 3 $ pour les personnes qui achèteront leur billet la journée de la diffusion, où on va vous voir dans ces églises que vous aimez tant. Voilà, je voudrais juste dire qu'il y a 3000 églises dans votre pays. Cette fois-ci, je suis venu pour faire 6 et j'espère faire beaucoup plus que ça, car c'est des endroits magnifiques. Alors, je serai souvent ici pour chanter pour vous. J'espère que vous allez venir non seulement Enfin, là, ça faisait 12 ans, m'a-t-on dit, que vous n'étiez pas venu. 12 ans, vous étiez Ça pas faisait, venu au Québec. ça faisait plus de 12 ans. Et c'est quand même une occasion merveilleuse de pouvoir faire ces concerts dans les églises pour chanter Noël, pour chanter l'amour entre les gens. Car le mot église, ça vient du mot ekklesis. C'est le mot grec, ça veut dire recruter. Et on peut se recruter pour la musique, comme pour prier, comme pour beaucoup de choses. Mais vous êtes déjà venu nous voir au printemps et maintenant vous allez nous donner une série de spectacles. Je suis persuadée que c'est plein, mais écoutez, téléphonez puis regardez, je suis persuadée qu'il y a plein de places. Merci beaucoup de votre présence. Merci, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'espère qu'on vous reverra souvent. Merci. Merci à la maison. Merci dans la salle. À la prochaine. Daniel Ouimet recevra Alain Choquette à Blablabla demain 9h. Dans un moment, Top Modèle.